Sujet de l'après-midi, maîtrise de risque, bien protéger les biens et garantir les responsabilités. La conférence est animée par la Mutuelle Saint-Christophe avec Mar et TV, directeur technique, Florence Ménard, responsable région commerciale Ouest-Sud-Ouest, et Renan Riofoul, responsable mutualité marché et communication externe. À vous, messieurs, dames. Merci de nous laisser ce temps de parole. Donc effectivement, moi je m'appelle donc Renan Rioufol, je suis arrivé à la Mutuelle Saint-Christophe il y a un peu plus de 8 ans maintenant. J'occupe effectivement les fonctions de responsable mutualité, marché et prévention. Et j'interviendrai enfin sur la prévention. Nous accompagnera aujourd'hui Florence Ménard, qui est responsable de la région commerciale et qui vous expliquera concrètement sur le terrain comment se monte un programme assurance au regard des différentes qualités d'occupation entre les OGEC et les associations immobilières. Et puis Marc Eteve, qui est notre directeur technique, quant à lui, nous expliquera les partages de responsabilités au regard des conventions qui sont mises en place et comment on identifie les trous de garantie, comment on identifie les garanties nécessaires, optionnelles, pour faire en sorte que l'intégralité des risques soit couverte. Et puis pour ma part, à la fin, j'interviendrai sur l'évaluation des risques, comment je mets en place une politique de gestion de mes risques, intégrant à la fois une partie prévention, protection, et puis également assurance, parce qu'au final, l'assurance est une partie de la gestion des risques. Je tenais également à remercier la FNOGEC de cette invitation. On travaille depuis de nombreuses années avec la FNOGEC. On a renouvelé les partenariats et la visibilité. On a co-construit pas mal d'éléments ensemble, notamment sur des articles assurance qui sont aujourd'hui sur le site internet. Régulièrement dans l'arc-boutant, on a une petite rubrique assurance qui est récurrente aujourd'hui, ce qui nous permet de vous apporter des conseils régulièrement. Et puis au titre de la mutualité également, on construit avec vous, c'est-à-dire qu'on a des administrateurs bénévoles, des délégués bénévoles, qui nous accompagnent pour améliorer nos outils, nos services à votre attention. Donc je vais me permettre de laisser la parole à Florence sur cette première partie avec la télécommande. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, Florence Ménard, ça fait 25 ans que je travaille à la Mutuelle Saint-Christophe. Donc je remercie bien évidemment la FNOGEC aussi pour notre intervention aujourd'hui. J'ai fait 25 ans, mais de métiers différents à la mutuelle, et c'est assez intéressant en tant qu'assureur, c'est d'avoir vu toute cette partie technique qui est très importante pour le montage d'un dossier pendant 10 ans à peu près, et d'avoir passé 15 ans sur le terrain, dans un territoire, une région qu'on appelait jadis le Poitou-Charentes-Limousin. Voilà. Et depuis, là, je suis dans ma 3e année en tant que responsable de région commerciale. Ça veut dire quoi ? À la mutuelle, il y a 3 régions commerciales qui animent donc les inspecteurs commerciaux qui vont à votre rencontre, établissement, pour voir vos biens immobiliers, puisque c'est la préoccupation de cette journée avec la FNOGEC. Donc, vous l'aurez compris, toutes les situations commencent avec un établissement et la Mutuelle Saint-Christophe par la visite d'un inspecteur commercial qui doit absolument voir le bien, surtout d'autant quand il dépasse 2500 m² développés. On commence vraiment à s'intéresser sur qu'est-ce que ce bâtiment est en bon état, etc. Et surtout, quel est le sinistre maximum possible sur lequel nous nous engageons. Voilà. Donc, j'ai oublié de passer la slide. Donc, le passage obligatoire de la Mutuelle Saint-Christophe, c'est d'aller vous rencontrer et de faire cette visite de risque qui est un moment vraiment privilégié. Alors, souvent, les rendez-vous sont pris avec le chef d'établissement lorsqu'il est disponible, mais aussi le président de GEC, voire les deux, ce qui peut être très intéressant de faire un... Pardon ? D'abord le président de GEC aujourd'hui, oui, c'est une faute de goût de ma part, je m'en excuse. Le chef d'établissement
Et aussi l'économe gestionnaire de ce dossier assurance qui fait partie, mais ça peut être aussi l'homme d'entretien qui nous fait la visite hein, pour pas déranger le président d'OGEC trop vite ainsi que son chef d'établissement. Ce qui est intéressant, c'est que avec cette visite, donc, on a l'approche. L'immobilier, c'est quoi? Quand on vient de construire, on est ravi. Quand on n'a pas construit, quand on n'a pas toujours eu les moyens financiers pour acquérir une régularité dans la réglementation et le contrôle, ça devient plus compliqué. Mais le premier document que nous demandons à nos interlocuteurs, c'est bien qu'est-ce qui est signé entre vous, OGEC, et votre propriétaire. Voilà. Là, c'est vraiment le premier débat. Et là, on commence à nous parler de l'histoire de l'établissement. Parce que l'histoire, c'est génial. Il y a un machin qui m'a dit que, le chef d'établissement dit j'arrive, mais l'OGEC m'a dit que, il y a la comptable qui est là depuis 25 ans et qui a dit mais ça a toujours été comme ça. Enfin, tout le monde est convaincu de qui est propriétaire, ça, on arrive à nous le dire. Par contre, quand on nous dit je crois qu'on agit pour le compte, je pense que je suis locataire, je ne paye pas de loyer, etc., je vois que ça en fait sourire certains. Mais sachez que pour un assureur, c'est le B.A.B.A. de la construction. Pas dommage-ouvrage, mais la construction de mon contrat d'assurance. Donc tout ça, c'est la première difficulté que l'on a. Et on m'en donne la parole, donc j'appuie vraiment. C'est quelque chose qui est très compliqué. Souvent même, on a une association immobilière propriétaire que personne ne connaît. C'est pas un gros mot de dire ça aujourd'hui. Malheureusement, c'est des associations où il n'y a plus d'assemblée générale. J'ai eu l'occasion de voir certains directeurs diocésains qui m'ont déjà dit vous savez, il y a trop d'associations dans le département, faudrait s'y mettre un jour. Voilà. Et 25 ans après, on a les mêmes sujets. Donc j'attire vraiment l'attention de tous bénévoles ici. Il faut faire quelque chose sur ces contrats. Je dois avoir un document signé entre les deux parties. L'histoire est très intéressante, mais il faut l'écrire. Voilà. On se dirige tout de suite vers le programme d'entretien des locaux, hein, les registres de sécurité. Quand il y a une commission de sécurité qui passe, c'est parfait. On en est où? Est-ce qu'il y a des travaux? Pas de travaux? C'est pas parce que vous avez une commission qui peut être parfois défavorable à l'instant T, mais avec un programme et un calendrier de travaux ensuite. L'inspecteur en tiendra compte pour l'approche technique du risque, bien sûr. Et puis, bien souvent, on sensibilise. À la Mutuelle Saint-Christophe, on adore sensibiliser à la prévention. Parce qu'un risque qui est bien entretenu déjà en amont, en prévention, c'est plein de sinistres d'éviter. Voilà. Donc, on vous parlera toujours de l'approche prévention des locaux et aussi des personnes. Et en tous les cas, au niveau de l'immeuble, ce que je peux vous dire pour terminer cette slide, c'est que parfois, vous avez des établissements scolaires, malheureusement, qui ferment. Ils ferment parce que ça fusionne avec l'établissement d'un côté. Voilà, ça arrive fréquemment en zone rurale. Et donc, vous avez un établissement où le propriétaire dit « on va le mettre en vente ». Bien. Donc tout ça, quand il est en vente, l'OGEC vide l'établissement scolaire de mobilier, matériel, etc. Normal, jusque-là, tout va bien. On ferme l'eau, l'électricité, quand tout va bien. Et on ferme la porte de l'établissement et on se dit il est en vente. Ben là, vous devez quand même le déclarer à l'assurance parce que du coup, le risque, il n'est plus occupé, vous l'aurez compris. Et un bâtiment non occupé, il y a une approche un petit peu différente pour l'assurance. Le risque de vol, de vandalisme, d'intrusion dans les bâtiments, d'installation de personnes étrangères dans l'établissement, tout ça se voit. Donc il faut absolument nous en parler. La deuxième étape qui est essentielle, c'est connaître l'association propriétaire. Notre rôle à la mutuelle pour aborder l'approche globale de votre établissement. Nous, on vous connaît, vous êtes l'occupant, vous êtes l'OGEC, etc. On connaît vos activités, il n'y a pas de souci. Mais le propriétaire, on a besoin de l'identifier
Parce que sur le territoire, sur la région, ils travaillent déjà d'une façon. Nous, en général, quand on sait qui c'est, on sait qui est le propriétaire, on les connaît bien. Et on a envie forcément d'avoir une mutualisation de l'approche assurantielle des établissements scolaires. Et forcément, sans connaître l'association, c'est compliqué. Donc notre rôle, et on le tient à Saint-Christophe, c'est de connaître cette association et de répondre parfaitement aux besoins de l'association et en informant l'OGEC des fois s'il y a des choses qui sont mal comprises. On fait vraiment le lien. L'association immobilière est assurée en propriétaire non occupant, par exemple, et on peut aussi prévoir un contrat groupe, monter quelque chose qui correspond à tous les OGEC dépendants de cette association immobilière. C'est quelque chose que l'on maîtrise, qui permet de mutualiser une approche globale tarifaire du risque, et ça, c'est très important. Je vois Alain qui... Tu veux me dire ? Faire des économies. Voilà. Derrière mutualisation, c'est bien le mot, c'est faire des économies. Donc l'intérêt du programme, c'est que l'assureur connaît parfaitement les règles du propriétaire et de ses occupants. Ça, on doit clarifier les documents contractuels. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour être sûr que si le propriétaire n'est pas encore assuré à la mutuelle Saint-Christophe, on va dire ça comme ça, il faut éviter des trous de garantie. Si l'assureur, chacun joue dans son coin et ne sait pas ce que assure l'autre et on ne sait pas tout, eh bien vous risquez des trous de garantie et ça, voilà, c'est quand même regrettable. Et je dirais que bien souvent dans des cas, la mutuelle est assureur des deux parties, ce qui permet aussi d'avoir une gestion des sinistres beaucoup plus fluide. Parce que là, il y a l'occupant qui déclare l'ensemble du sinistre. C'est quand même l'occupant, l'OGEC, là, qui se déplace aussi pour voir l'expert. Il faut qu'il fasse la visite, etc. Bien souvent, c'est l'OGEC aussi, ou le personnel administratif qui fait faire des devis, enfin, qui recense les devis, etc. Et donc là, lorsque nous sommes tenants, enfin, il y a le même assureur en tous les cas des deux parties, ça permet d'avoir une gestion des sinistres beaucoup plus fluide et intéressante pour vous tous. Voilà pour ma partie sur l'aspect commercial. C'est peut-être un peu rapide, mais il y a le directeur technique qui attend. Mais je suis à votre disposition s'il y a des questions. Je vois une question de l'autre côté. Est-ce que c'est valable aussi dans le cadre de mise à disposition gracieuse ou toute la responsabilité est sur les OGEC ? C'est pareil. Oui, on peut tout faire. Ce que je vous propose peut-être, c'est de passer la parole à Marc, qui cette fois-ci va rentrer un petit peu plus dans le détail du montage du programme assurance, vu du côté technique cette fois-ci, c'est-à-dire que notre inspecteur est allé sur le terrain, il a rencontré l'OGEC, il a rencontré l'association immobilière, il a récupéré les pièces du dossier, et il arrive au siège, rue Saint-Jacques, il monte au 3e étage et il vient voir Marc. Marc, je te laisse la parole. Merci. Donc, effectivement, moi, j'interviens après. Enfin, moi, je suis intervenu toujours dans le domaine de l'assurance, de l'environnement de production, entreprise yard. Donc, en fait, les dommages, la RC, c'est des choses que je connais. Effectivement, derrière les commerciaux, on est là pour monter les solutions. Et je crois que ce qui était intéressant, c'était d'indiquer que nous, on essaie de se caler vraiment à votre réalité. Et donc, tout le travail que fait Florence et ses équipes, c'est vraiment d'essayer de voir comment vous êtes organisés. Et je crois que ce matin, vous aviez le débat entre est-ce que vous avez une association immobilière, est-ce que vous faites payer un loyer, comment vous transférez les charges, etc. Nous, on a besoin de comprendre ça, mais néanmoins, et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'avant toute chose, il existe un régime de droit, vous le savez, et que en fait toutes les obligations en fait ou toutes les conventions que vous pourrez passer entre vous vont avoir un impact significatif sur la nature des solutions d'assurance qu'on va être obligé de monter. Et donc
effectivement, tout ce travail initial, je crois que c'est extrêmement important, c'est de savoir quelles sont les conventions que vous avez passées. Est-ce que vous avez passé un bail des baux commerciaux, des baux civils? Est-ce que vous êtes sur un commodat? Est-ce que, enfin, voilà, toute la nature de conventions que vous avez pu passer, parce que ces conventions vont finalement modifier le régime de droit classique entre propriétaire et locataire. À l'opposé, je dirais tout ce que vous n'aurez pas écrit fait que c'est le régime de droit classique qui s'applique en fait. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Si on prend sous l'angle justement des propriétaires, vous savez qu'en tant que propriétaire, en fait, vous avez un certain nombre de responsabilités ou d'associations immobilières, vous avez un certain nombre de responsabilités qui vous incombent quant à l'entretien des locaux, quant à permettre à ce que la chose louée soit utilisable. Évidemment, vous êtes aussi responsable de tous les défauts d'entretien et de vices de construction. Et du coup, ça je ne vous l'apprends pas, je veux dire, en tant que propriétaire, vous avez le besoin de vous garantir par rapport à la valeur patrimoniale en fait, que vous avez sur incendie, foudre, explosion et risques annexes. Alors risques annexes, c'est dans le jargon des assureurs, c'est tout ce qu'il y a derrière. Donc on a les chocs de véhicules terrestres, le poids de la neige, des choses qu'on n'a pas toujours en tête, mais qui peuvent arriver. La chute d'aéronefs, ça fait partie des risques annexes. C'est pas le premier truc qu'on a en tête, mais bon, c'est inclus. Et vous avez un certain nombre d'événements qui sont d'ailleurs quelquefois de garantie obligatoire. À partir du moment où vous avez pris une garantie de dommages, vous avez obligatoirement une garantie des effets du vent, donc la tempête, l'ouragan, mais aussi des garanties plus accessoires, dégâts des eaux, dommages électriques, des glaces, etc. En fait, on est là vraiment, l'objectif, et vous le savez bien, c'est de vous garantir pour la valeur de vos biens et pour la pérennité, finalement, de biens dont vous disposez. Le point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, en tant que propriétaire, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une responsabilité vis-à-vis de vos occupants. Vous avez aussi, évidemment, une responsabilité vis-à-vis des tiers, une responsabilité en tant que propriétaire d'immeuble. Et celle-ci, il ne faut jamais l'oublier, en fait. Alors, si on se met sous l'angle des locataires, en droit commun, en fait, il y a une présomption de responsabilité qui pèse sur le locataire. Donc, du coup, le locataire doit s'assurer pour l'occupation de ses locaux et pour les dommages qu'il pourrait causer au bien du propriétaire. C'est une présomption de responsabilité, ça veut dire que c'est à lui de prouver que la faute ne vient pas de lui, vient d'un tiers, et donc par défaut, je veux dire, la responsabilité locative est quasi automatique, et donc le locataire finalement s'assure pour une valeur immobilière qui est une responsabilité locative qui est assise finalement sur la même valeur que la valeur du bien immobilier, parce qu'il va s'assurer finalement pour les mêmes dommages, incendie, foudre, explosion, dégâts des eaux, etc., mais sous l'angle de sa responsabilité. Et donc en fait tous les cas exonératoires, les cas de force majeure, les catastrophes naturelles, etc., ne sont évidemment pas de la responsabilité du locataire pour la partie immobilier, bien évidemment, puisqu'en fait le locataire garde la nécessité de s'assurer pour ses biens d'exploitation, ses biens propres. Alors c'est d'ailleurs un sujet qui est extrêmement important, parce que quand je viens de dire là en fait que le locataire, en fait, donc on parle finalement c'est l'occupant. L'occupant en fait il a la responsabilité, ou il a le besoin de s'assurer pour ses biens propres. Toute la difficulté que va avoir Florence et ses équipes, ou que vont avoir Florence et ses équipes, c'est justement dans vos organisations, dans vos montages, d'arriver à dissocier en fait la partie pour lequel en fait là c'est une association immobilière ou une congrégation qui
qui est propriétaire, la partie pour laquelle c'est l'OGEC qui a fait les travaux, et donc du coup, est-ce qu'il y a eu transfert de propriété vers l'association immobilière, ou c'est l'OGEC qui a financé, qui reste propriétaire de la partie, et voilà, et tout ça, il faut le décortiquer, il faut le monter en fait. Et alors du coup, l'impact en termes de garantie, je vous ai mis les deux, parce que en fait, les conventions que vous allez passer en fait, vont avoir pour effet de transférer une partie des garanties qui sont classiquement d'un côté vers l'autre côté. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, pour autant que vous l'écriviez. Et je crois que c'est quelque chose qui est une deuxième chose qui est extrêmement importante. Il me semble que ça a été dit ce matin plusieurs fois. Quand vous avez le même objet, vous avez le même intérêt commun, et donc a priori vous êtes d'accord entre le propriétaire et l'établissement et l'OGEC. Néanmoins, à partir du moment où on se retrouve dans une situation où on a un événement avec un enjeu financier important, c'est bien d'être d'accord a priori. C'est un peu mieux quand en plus c'est écrit. Et de toute façon, je dirais, on reviendra au régime de droit. Donc, de toute façon, il y a un moment donné, quand il y a un litige, on revient à ce qui est écrit, ou quand c'est pas écrit, on revient au code civil, quoi. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, puisqu'en fait, tout à l'heure, le classique, c'est le propriétaire qui assure ses biens et le locataire qui assure sa responsabilité locative. Ce qu'on voit usuellement, c'est qu'à partir du moment où il y a un intérêt commun, allô, oui. À partir du moment où il y a un intérêt commun, et dans les situations qui sont les vôtres, en général, il y a un intérêt commun. Quand on assure un bien immobilier d'un côté, on assure une responsabilité locative qui est assise sur la même assiette. Donc en fait, il est intéressant que l'association immobilière décharge l'OGEC en fait, de sa responsabilité locative, l'exonère de sa responsabilité locative, ce qui fait qu'en fait, on a un bien immobilier qui est assuré d'un côté, et puis en fait, des biens d'exploitation et une période d'exploitation qui est assurée de l'autre. On peut avoir effectivement le schéma opposé où une structure immobilière ne souhaite pas garder les charges à son niveau, et en fait on a un transfert de responsabilité. Alors c'est plus un transfert de responsabilité, là c'est vraiment une assurance pour compte. Le locataire va assurer les biens immobiliers pour le compte du propriétaire. C'est des situations, nous, qui nous gênent absolument pas, et on a même là, je dirais, quand on expliquait tout à l'heure que quand on assure les deux, et qu'il n'y a pas de convention, on en tient compte quand même, puisqu'en fait, on applique des taux qui ne sont pas les mêmes quand on sait qu'on assure à la fois le propriétaire et le locataire. Mais c'est des choses qui sont extrêmement importantes et qui doivent être écrites. Le deuxième point qui est important, c'est que vous verrez souvent, nous, assureurs, on demande à ce que, quand vous avez une clause de renonciation à recours, que cette clause de renonciation à recours s'étende aux assureurs. Le fonctionnement normal, c'est en fait, vous passez des conventions, et le montage d'assurance que nous, on va faire va s'appliquer à respecter les conventions que vous avez passées. Si vous déchargez votre responsabilité, nous, assureurs, on ne va pas essayer d'aller rechercher votre responsabilité. C'est normal. Donc en fait, on fait la même chose. C'est une incongruité, mais des assurants ont considéré qu'à partir du moment où la renonciation leur était pas n'était pas clairement exprimée comme étendue aux assureurs, que les assurants entre eux potentiellement pouvaient continuer d'exercer leur exercice de recours en s'appliquant sur le droit, sur le code civil. Donc bon, pour éviter ça, parce que c'est quelque chose qui n'est pas l'esprit de l'assurance intervient derrière vous et vous suit dans les échanges et dans les conventions que vous avez pu passer. On demande à ce que les conventions de renonciation s'étendent aux assureurs.
Ça veut dire aussi, quand on le met dans l'autre sens, que, parce que c'est des situations qu'on peut voir, c'est que vous n'avez rien écrit, mais par contre, votre assureur, que ce soit l'assureur de l'association immobilière par exemple, lui il dit ben moi bon de toute façon on s'arrange, je fais une renonciation à recours contre le GEC n'a pas besoin de s'assurer. Ok, sauf que c'est pas dans ce sens-là. Le sens normal, c'est d'abord que vous ayez un bail qui exprime bien cette renonciation à recours et que du coup effectivement la clause qui est dans le contrat d'assurance suive les conventions qui sont passées dans vos baux, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est important. Moi, le point que je voulais vraiment évoquer avec vous, c'est la nécessité que vous soyez très clair. Alors c'est vrai que c'est le travail que fait Florence, c'est-à-dire que tout à l'heure elle le disait, quand on arrive sur un établissement, la première chose qu'on fait, c'est que finalement on remonte sur le département, on remonte sur l'association immobilière, pour comprendre quel était finalement le fonctionnement local. Et on l'a vu ce matin, vous avez des fonctionnements locaux qui ne sont pas les mêmes. Vous faites des choix dans des régions qui ne sont pas les mêmes qui sont faits dans d'autres. Donc nous, on essaie de comprendre dans quel esprit vous avez voulu faire votre montage et votre partage de charges, finalement, entre propriétaires et locataires. Néanmoins, une fois qu'on a compris ça, on va quand même s'appliquer à vérifier que dans les documents que vous avez signés, ce que vous avez écrit semble indiquer la même chose. Et c'est seulement après qu'on met en place un montage d'assurance qu'on va essayer de faire le plus intelligent possible pour éviter d'avoir accumulé une responsabilité locative et une assurance de dommages aux biens pour le propriétaire, parce qu'en fait c'est des assiettes qui sont comparables, donc c'est des primes qui pourraient donner l'impression d'être doublées en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là ? La question était de savoir qu'est-ce qu'il en est de l'assurance perte d'exploitation. Alors, si vous pouvez préciser votre question, c'est mieux, mais sinon... Oui. Oui, oui. Alors, donc là, on est dans le parcours d'indemnisation. Et c'est là où justement, quand on a une vision globale, c'est des choses qu'on intègre au moment de la souscription. C'est-à-dire que le classique, c'est vous avez un sinistre de dommages aux biens, vous avez un arrêt d'exploitation, eh ben, on va vous donner... alors, vous n'avez pas intérêt à avoir la perte d'exploitation, c'est payer les charges le temps que ça se reconstruise. En absence de vous, ce que vous avez besoin, c'est une continuité d'activité. Le paiement de charges, c'est bien, mais c'est surtout la continuité de l'activité. Si vous mettez vos élèves en vacances 3 mois ou 6 mois, ils sont peut-être contents, mais finalement, ça ne répond pas aux besoins. C'est bien pour ça, Marc, si je peux compléter. En fait, dans tous nos contrats à la mutuelle, il y a la garantie maintien de l'activité et de l'enseignement qui est acquise d'office dans tous les contrats. La perte d'exploitation, elle est en option dans certains contrats, puisque ça répond plus à des charges fixes. Des salariés que vous devez continuer à payer, des factures, électricité, eau, etc., alors que vous êtes en période de reconstruction. Dans tous les contrats, en tous les cas, c'est sûr, de base, à la mutuelle Saint-Christophe, puisque c'est cette mutuelle que je connais, c'est la garantie maintien de l'activité qui répond à le bâtiment a été incendié en partie, même en partie. On peut plus remettre des élèves dans une salle de classe qui est complètement noire et malodorante. Donc vous allez forcément mettre en place, c'est de l'inattendu qui peut arriver dans la vie d'un établissement, mettre en place une location d'Algeco, d'accord ? Et ces Algeco seront pris en charge par un montant de garantie dans les contrats pour vous permettre de répondre à tous ces élèves qui arrivent tous les matins quand même, malgré l'inattendu qui est arrivé dans l'établissement. Voilà. Ma question complémentaire, est-ce que c'était à charge du propriétaire ou de l'exploitant ? C'est l'exploitant.
Ouais, oui, c'est de l'exploitant. Hein, le directeur technique ne va pas me contredire. ouais, alors Si le locataire paye un bail pour avoir un bien occupé et qu'il l'a pu. Non, alors justement, mais oui. ça, on le trouve. Alors là, vous êtes venu dans le détail, mais vous avez raison. Dans les contrats, en fait, on a les garanties de base et on a sous l'angle des responsabilités. C'est pour ça que les conventions que vous passez sont importantes. Sous l'angle des responsabilités, on trouve des responsabilités pour justement trouble de jouissance. Et le trouble de jouissance, c'est complètement ça. Il y a un événement qui intervient sur les locaux qui ne permet plus d'utiliser les locaux. Mais dans le cas que vous indiquez, c'est pas. Je crois que ça a été dit ce matin. Qu'importe qu'il y ait un loyer, qu'importe que vous ayez fait une occupation à titre gratuit, les responsabilités, elles décombent, elles découlent de l'occupation. Donc vous avez un bien, vous occupez un bien, vous avez une responsabilité vis-à-vis de ce bien, sauf si vous avez passé une convention qui dit autre chose, qui transfère qui vous exonère de cette responsabilité. Dans le cas de la perte d'exploitation, on revient au truc classique, c'est est-ce que l'origine du sinistre, c'est un défaut d'entretien qui fait que finalement on est du domaine de la responsabilité du propriétaire, ou est-ce que c'est un sinistre d'origine inconnue et classiquement la présomption de responsabilité fait qu'en fait c'est de la responsabilité de l'occupant. Et donc la perte d'exploitation vise une garantie de dommage, donc la perte d'exploitation vise et le maintien de l'activité vise avant tout à maintenir l'activité, donc vous payez les frais supplémentaires qui vous permettent de maintenir l'activité. On peut faire un recours contre l'association immobilière si on considère que la perte que vous subissez, elle est liée à un défaut d'entretien, et c'est ça qu'on retrouve dans une garantie de type trouble de jouissance d'une association immobilière. Ça, c'est un régime classique. Maintenant, toutes les conventions que vous allez passer entre vous fait que on va ou pas exercer ces recours-là, en fait. Est-ce que vous avez une autre question ? Après, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on ait un temps de questions-réponses un petit peu plus long à la fin. Sur la gestion finalement du risque, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, mon objectif au quotidien, en tant que responsable d'établissement, en tant qu'association immobilière, c'est de faire en sorte que mon établissement fonctionne le mieux possible et qu'il fonctionne bien. Et finalement, même si j'ai un sinistre, même si j'ai un accident, la réponse assurance n'est finalement qu'une partie de ma problématique. Donc mon objectif au quotidien, c'est de faire en sorte que j'ai une réduction maximum de mon risque. Et pour faire ça, il faut que je puisse être en capacité de l'évaluer. Quels sont les points de vulnérabilité de ma structure, que je sois au niveau d'un établissement, c'est-à-dire le chef d'établissement ou les membres de l'OGEC, ou que je sois au niveau d'une association immobilière. Sur mon parc immobilier, quels sont les établissements sur lesquels j'ai identifié des points de vulnérabilité, sur lesquels il va falloir que j'anticipe un programme de rénovation, des travaux, que ce soit de la sécurité par rapport à des problèmes d'intrusion, par rapport également à de la sécurité incendie, par rapport à des prochaines visites de commission de sécurité. Et donc je mets en place un programme d'évaluation de mes risques. Pour faire ce programme-là, c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux, c'est-à-dire j'identifie mon risque, je fais une première évaluation, j'entreprends des démarches pour traiter et faire en sorte que ce risque diminue, et puis ensuite, une fois que j'ai commencé à faire ce traitement par rapport à la diminution de ce risque ou à la disparition de ce risque, je fais un programme de suivi, et à chaque fois, je vais recommencer pour faire en sorte que finalement, je puisse être en capacité d'une part de maîtriser mon risque, et de pouvoir avoir une diminution de celui-ci, et à terme, pouvoir avoir une maîtrise totale du début jusqu'à la fin de la vie de mon patrimoine. Et finalement, l'anticipation du risque, elle va se positionner à 3 niveaux. D'une part, quelles mesures de prévention je peux mettre en place. L'objectif de la prévention que je peux mettre en place au niveau de l'immobilier, que ce soit au niveau des associations immobilières ou des OGEC, c'est de diminuer la fréquence du risque par des mesures de prévention qui peuvent être de la sensibilisation, qui peuvent être de la
formation, qui peuvent être également la mise en place de documents, registre de sécurité incendie par exemple. Et puis ensuite, le deuxième niveau, c'est les mesures de protection. Protection contre les risques d'effraction, protection contre les risques d'incendie, qui vont me permettre, là, cette fois-ci, de diminuer l'impact financier en cas de réalisation de ce risque-là, finalement, en cas de sinistre. Et puis finalement, le troisième élément, c'est à partir du moment où j'ai maîtrisé ma prévention, à partir du moment où j'ai maîtrisé tous les éléments de protection, finalement, la troisième réponse que je peux avoir par rapport à ma maîtrise des risques, c'est d'externaliser ce risque sur mon assureur. Tout ce que je ne peux pas maîtriser, finalement, il y a une réponse financière qui est celle de mon assureur. Et finalement, l'assureur n'est pas la seule réponse et l'unique réponse à la mise en place d'un programme de gestion des risques. Finalement, nous ne sommes qu'une réponse parmi tant d'autres. Après, il faut se poser plusieurs questions. C'est, je souhaite entamer une politique de gestion des risques, d'évaluation des risques, et il faut savoir où est-ce que j'en suis, moi, au niveau de mon établissement, au niveau de mon association immobilière, de cette volonté d'intégrer une politique d'évaluation des risques. Est-ce que j'ai commencé à initier ce programme-là? Est-ce que j'ai fait un diagnostic? Est-ce que je l'ai posé? Est-ce que j'ai fait un travail de cartographie? Quels sont aujourd'hui mes besoins en termes de prévention? Est-ce que j'ai entrepris des mesures de prévention? Est-ce que j'ai également des besoins en termes de protection? Et tous ces éléments-là, aujourd'hui, lorsque l'on est au niveau d'un établissement, d'une association immobilière, on a besoin d'aller chercher des compétences à l'extérieur ou de recruter des bénévoles qui peuvent nous accompagner sur ces éléments-là. Alors, au niveau de la mutuelle Saint-Christophe, on a une structure, une petite sœur de la mutuelle qui s'appelle l'association Saint-Christophe, qui est, quand on la regarde, qui est la grand-mère de la mutuelle Saint-Christophe, parce qu'elle a été créée avant la mutuelle. C'est la première structure juridique qui a été créée dans les années 30. Et cette association Saint-Christophe, qui à l'origine servait à acheter les véhicules des prêtres, hein, quand on le rappelle, elle a tout de suite construit une démarche de prévention. Elle fonctionne avec un conseil d'administration de bénévoles, de délégués, qui sont finalement impliqués dès le début avec l'association dans la construction, l'évaluation des besoins et la recherche de solutions de partenaires pour accompagner nos sociétaires au quotidien. Ensuite, ce qu'il faut identifier, c'est que chaque sociétaire à la mutuelle Saint-Christophe est automatiquement adhérent à l'association. C'est-à-dire qu'il y a une part de la cotisation d'assurance qui sert à faire vivre l'association et qui sert à monter des solutions de prévention à destination de ses adhérents. Elle propose, au niveau de l'association Saint-Christophe, soit des actions de prévention, c'est-à-dire que c'est un programme qu'elle a construit elle-même, et lorsqu'elle sort du périmètre assurance ou du domaine de compétences, elle va chercher des partenaires extérieurs. Ce qui va lui permettre, le jour où vous allez nous solliciter, sur un domaine d'expertise qui est loin d'une autre, de pouvoir vous proposer finalement de vous ouvrir notre carnet d'adresses et de vous dire, si vous avez besoin d'un expert sur l'immobilier, si vous avez besoin d'un expert en monuments historiques ou sur des éléments comme ça, on pourra également vous proposer, vous préconiser des référents que nous avons sélectionnés et qui connaissent et qu'on aura préparé à mieux connaître votre environnement. Les 3 domaines de compétences de l'association Saint-Christophe en termes de prévention, c'est de la prévention vers les personnes, vers les biens et les risques automobiles. Aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est l'immobilier. Quelles ont été finalement les solutions en termes de prévention sur l'immobilier que nous avons construit ? Lorsqu'on rencontre finalement nos sociétaires à travers le réseau commercial, hein, c'est parce que la prévention aujourd'hui est portée par notre réseau, c'est-à-dire que l'inspecteur il a un travail effectivement d'assureur, mais également de prévention. Lorsque vous montez un programme de prévention, généralement vous le faites avec votre correspondant local. Son objectif à lui, c'est de faire en sorte que quand il va aller présenter le dossier au 3e étage rue Saint-Jacques, il va lui dire bon, le risque est pas extraordinaire, ou il est bien, et il faut en tenir compte. Donc justement, c'est cette sensibilisation, ces actions de prévention qui vont permettre justement d'avoir une approche différente du risque d'un assureur lambda, qui peut avoir ses grilles de lecture classiques et qui peut ne pas tenir compte finalement de l'impulsion qui a été faite soit au niveau de l'OGEC, soit au niveau de l'association immobilière. Et donc, la première question qui va se faire avec le trésor commercial, c'est est-ce que vous avez commencé à poser un diagnostic sur votre gestion des risques?
Est-ce que vous avez commencé ce travail de cartographie? Et finalement, quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez besoin, en termes de prévention, qu'on vous accompagne par des stages, par des outils, par de la documentation? Est-ce que finalement, on va identifier si ponctuellement vous avez besoin qu'on vous accompagne du début jusqu'à la fin ou uniquement sur certains points? Et quand on regarde comment on peut vous accompagner, eh bien, en termes de stage, par exemple, il y a toujours un moment qui est le traumatisant pour un chef d'établissement, c'est la visite de commission de sécurité. C'est quelque chose qui est stressant. Ce matin, par exemple, on était à l'école des cadres missionnés avec tous les nouveaux chefs d'établissement du second degré qui sont en fonction depuis cette année. Ils racontent tous le stress de la préparation de la commission de sécurité. Leur première commission de sécurité, lorsqu'ils commencent à ouvrir leur registre de sécurité incendie, qu'ils voient les documents, qu'ils n'arrivent pas forcément à comprendre, c'est la première zone de stress pour eux. Donc ça, on peut les accompagner avec des stages qui sont généralement organisés au niveau des instances départementales, soit avec l'UDOGEC, soit avec la DDEC. On organise cette réunion et finalement, on dédramatise. C'est plus un soutien psychologique que finalement une formation technique. Et puis ensuite, il y a d'autres possibilités qui sont le choix de la manipulation des extincteurs incendie ou faire de la prévention sur les risques incendies. Tous ces éléments-là, on les construit finalement au niveau d'une approche mutualisée, au niveau d'un département, d'une association immobilière, pour faire en sorte que finalement, ce que l'on va construire localement avec vous soit diffusé à l'ensemble des établissements qui sont dans un même environnement. Puis ensuite, nous avons également construit de la documentation, que ce soit des guides prévention, des plaquettes, des outils tels que le registre de sécurité incendie, le permis feu, le PPMS, et puis en dehors même de la partie immobilière, il y a le document unique, tous ces éléments-là, qui sont aujourd'hui le quotidien des établissements, et qui, par manque de temps, souvent sont pas la priorité quand on arrive dans un établissement. C'est-à-dire que le chef d'établissement arrive, il découvre le fonctionnement, et finalement, la visite avec son assureur va lui permettre de finalement reconstituer des données qui malheureusement n'étaient pas forcément mises à jour régulièrement. Il y a aussi le travail que vous faites au niveau des instances départementales ou régionales d'accompagnement. Je regarde Gaël Garcia qui fait ça au quotidien et qui accompagne les petites écoles sur son territoire sur justement ces problématiques de contrat d'entretien. Est-ce que le contrat d'entretien a bien été mis en place? S'il n'y en a pas, c'est lequel est plutôt référencé sur le secteur? C'est tout ce travail de sensibilisation qui est fait à la fois par vous et qui a été également construit par la mutuelle pour vous accompagner ponctuellement ou sur l'intégralité. Et puis ça c'est à la limite quand on l'a commencé à initier une démarche de sensibilisation, de prévention, de protection des biens. Après, on peut aller au-delà de la prévention, c'est-à-dire qu'on peut vous aider dès le départ. Si vous avez besoin qu'on vous accompagne sur la première étape, qui est la cartographie de mes risques, on a un partenaire aujourd'hui qui vous accompagne du début jusqu'à la fin sur l'évaluation de mes risques, les mesures de protection, les mesures de prévention, et comment finalement je peux construire dans la durée toutes les actions, et d'une part les anticiper, d'une part provisionner un budget associé, parce que ça a toujours un coût, pour faire en sorte que dans la durée, j'ai un risque qui s'améliore. Et puis ensuite, deuxième partenaire, qui est un partenaire qui cette fois-ci intervient plus sur la problématique de sécurité des lieux, des locaux, contre les risques de vol, de vandalisme. Il y a de la détection incendie, il y a également tout un dispositif qui peut être mis en place pour vous permettre, cette fois-ci, de vous accompagner plus sur la problématique de la protection des locaux. Après, il y a deux intérêts à mettre en place cette cartographie, cette gestion des risques. Il y a vu du côté du sociétaire et vu du côté de l'assureur. Du côté du sociétaire, faire en sorte que mon risque soit assurable et qu'il réponde aux obligations réglementaires. En clair, comment passer d'un avis éventuellement défavorable de la commission de sécurité à un avis favorable de la commission de sécurité. Également, améliorer mon risque vis-à-vis de mon assureur. Et toujours dans le cercle vertueux que je vous ai présenté en introduction, c'est démontrer qu'au niveau de mon assurance, vis-à-vis de mon assureur, que j'ai construit cette démarche qui me permette, soit de façon autonome, soit avec lui, finalement, de faire en sorte que le risque soit maîtrisable. L'intérêt vu du côté de l'assureur, eh ben, il est le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
je vais voir que cette association immobilière, avec son ensemble d'établissements, ou cet établissement, a réellement construit une démarche proactive de gestion de ces risques. Et à ce moment-là, effectivement, elle va l'inscrire contractuellement, soit d'une part contractuellement, soit concrètement dans l'approche tarifaire, puisque l'analyse et la réception des documents, c'est-à-dire qu'on va parler des PV de commission de sécurité, des rapports et des éléments que vous avez pu travailler avec votre inspecteur, vont réellement vous permettre d'avoir une évaluation tarifaire qui sera différenciée. Ensuite, la question qui se pose toujours, c'est le coût de ces programmes de prévention, le coût de ces programmes de protection. Est-ce que finalement, tout ce que j'investis en prévention ou en protection peut se retrouver dans une réduction de la cotisation d'assurance? En fait, je pense que la question elle doit être posée différemment. Elle doit se dire, est-ce que finalement, le fait que moi-même j'ai une démarche proactive ne me rend pas moi-même service? Lorsque j'ai un sinistre, même si j'ai une réponse assurance, même si j'ai les meilleures garanties du monde, il faut toujours que j'identifie la contrainte qui est liée à un sinistre. Le fait de devoir gérer les relations avec les familles, ce n'est pas l'assureur qui va le régler à votre place. Le fait de devoir passer du temps avec les bénévoles pour rassurer les personnes, les salariés, ce n'est pas l'assureur qui va le faire à votre place. Tout le temps finalement humain que vous aurez perdu autour d'un sinistre ne sera jamais compensé par une cotisation d'assurance. Et finalement, le fait de construire une démarche de gestion des risques, c'est un travail qui va être bénéfique pour tout le monde, qui va être bénéfique pour vous, bénéfique pour votre assureur, puisqu'il va pouvoir effectivement en tenir compte, et que finalement, le jour où vous allez rencontrer ce type d'incident, ce type de sinistre, vous allez pouvoir mieux maîtriser l'aléa. Marc, peut-être un commentaire supplémentaire là-dessus? Non, mais c'est une partie extrêmement importante, puisque quand on en a parlé ensemble, on se dit, mais la prévention, hein, voilà, est-ce que ça a un impact sur l'assurance? Oui, ça a un impact sur l'assurance, parce que effectivement, on a des grilles d'analyse, on a des cotations qui sont en fonction du niveau de prévention que vous pouvez avoir mis en place. Mais je dirais, après, on dit il y a un sinistre. Quand on a un sinistre, finalement, il y a toujours des coûts imprévus ou des coûts supplémentaires. Et il y a un certain nombre de choses que tu expliquais, qui est notamment le coût de la désorganisation, avec le besoin de communication, le besoin d'information, le besoin de rassurance qu'il va y avoir au niveau des familles. Alors certes, dans nos contrats, on a des garanties dites de pertes indirectes qui donnent de l'argent. Mais c'est de l'argent. Vous, en fait, ça se transforme en temps, en personnes, mais aussi en images. Et tout ça, c'est autre chose, quoi. Et c'est pour ça que on le met à la fin, mais en fait, c'est dans le cycle, c'est vraiment tout au début. La première des choses à faire, c'est vraiment de faire une cartographie des risques, de faire une analyse pour tous vos projets. Je dirais, on l'a évoqué, les projets immobiliers juste avant. Vous avez intérêt, et dans les projets immobiliers, on a parlé des imprévus, et tout l'exercice consiste à en prévoir le maximum, et que les imprévus soient vraiment des imprévus imprévisibles. Et donc, en fait, tout le sujet qui doit vous animer, c'est vraiment celui de la continuité de l'activité. Et nous, c'est bien ce qu'on a en tête. Et la prévention et la protection, c'est avant tout un élément de continuité de l'activité, et non pas quelque chose qui est fait au profit d'une réduction de prime, même si on est capable de la faire et même si on la fera. Mais le sujet principal étant vraiment celui de la continuité d'activité. Alors concrètement, en général, pour déclencher ces actions de prévention, nous préconisons toujours de passer par votre interlocuteur en région, qui pourra remonter les besoins, mutualiser l'approche au niveau d'un territoire, faire en sorte que le maximum finalement d'établissements puissent bénéficier de ces démarches de sensibilisation, de prévention ou de formation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous venons de voir? Oui. Est-ce que dans votre carnet d'adresse, vous avez des experts en évaluation de bâtiments scolaires?
Alors l'évaluation, elle peut se faire soit à deux niveaux. Soit mon objectif, c'est la revente. À ce moment-là, c'est plus sous un angle d'agent immobilier qui peut connaître les particularités de certains bâtiments de type issus de congrégation. Effectivement, il peut y avoir dans notre carnet d'adresses des partenaires spécifiques qui connaissent bien ces particularités de bâtiments architecturaux qui sont des collectivités, des bâtiments de collectivité ou des bâtiments issus de congrégation. Et à ce moment-là, effectivement, il y a un marché un petit peu particulier aujourd'hui. Donc effectivement, on a un expert. Par contre, si votre objectif, c'est de faire une évaluation de la valeur mobilière et immobilière de mon risque assurance, généralement, il y a des experts qui sont reconnus sur la place et on pourra vous donner des coordonnées, mais ce ne sont pas des partenaires spécifiques de la Mutuelle Saint-Christophe. Une question. Lorsque l'OGEC a un contrat d'assurance avec la mutuelle ou avec un autre assureur, je crois qu'il est important aussi que l'assureur puisse se rendre dans l'établissement, vérifie avec l'OGEC que ces contrats le couvrent dans tous les domaines. Un exemple, nous avons eu un établissement scolaire qui a subi les dégâts d'une tempête et le chef d'établissement, pas de souci, je suis assuré à la mutuelle Saint-Christophe. Et lorsqu'ils ont téléphoné, ils se sont aperçus qu'en fait, ils étaient assurés en responsabilité civile uniquement et pas pour le dégât et l'incendie. Et donc, je crois que là aussi, il est important de la part du commercial de vérifier et de vérifier qu'en effet, l'OGEC est bien et assuré dans tous les domaines. Voilà, il doit être assuré. Puisqu'on a parlé beaucoup de construction, je pense qu'il serait intéressant que vous parliez de la DO. D'accord. Alors, ça tombe bien parce que si vous n'aviez pas posé la question, on l'aurait pris la question nous-mêmes. Et là, pour le coup, Marc a une double étiquette. C'est qu'il faut savoir qu'en fait, la Mutuelle Saint-Christophe ne commercialise pas en direct les assurances de la construction, dommages ouvrages et tout risque chantier. Et pour ce faire, elle passe par un cabinet de courtage captif qui s'appelle la Société Auxiliaire Saint-Christophe et qui est directement rattaché à Marc. T'as vu comme je te lance la patate? Moi, effectivement, j'allais vous poser la question, si elle venait pas, mais c'est quoi votre expérience par rapport à la dommage ouvrage, par rapport à la garantie dommage ouvrage? Alors, je ne vais pas vous la poser, mais moi, je peux vous dire la mienne en tant qu'assureur. On est autant finalement tout ce qu'on vient de vous dire là sur la partie dommage aux biens, sur la partie responsabilité civile et on connaît aussi la garantie scolaire, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. On est dans un domaine où on a une relative souplesse et en fait on va apprécier vos actions de prévention, de mise en conformité, etc., etc. Mais on est dans un environnement relativement souple. Le monde de la construction n'a rien à voir, y compris du point de vue de l'assurance, par rapport au monde de l'assurance dommage ou le monde de l'assurance de responsabilité civile. Alors nous, on va intervenir en accompagnement par le biais de la SASC, mais finalement c'est la Mutuelle Saint-Christophe, pas en termes de portage du risque, mais en termes d'accompagnement. On va vous accompagner par rapport à une garantie, d'abord la dommage ouvrage, un peu la tout risque chantier, mais la dommage ouvrage ayant un caractère obligatoire. À partir du moment où vous avez un chantier important, vous avez une construction, vous avez une obligation d'assurance avec un risque pénal derrière en tant que non-respect de cette obligation. La garantie de dommage ouvrage, elle se fait en deux temps. Elle se fait sur une étude préalable par rapport à un certain nombre l'étude de votre projet. Et dans l'étude de votre projet, il y a un certain nombre de documents à faire valoir pour documenter les études préalables que vous avez pu faire, la nature du projet, bien évidemment. Est-ce que c'est un projet qui est indépendant? Est-ce que c'est un projet avec une reprise sur de l'existant, etc., etc. Donc en fait, on a toute une phase initiale de préparation du projet sur lequel on a besoin de récupérer des informations. Et puis, la dommage ouvrage, effectivement, a un aspect particulier, c'est que
la garantie démarre après, en fait, puisque vous avez une garantie de fin d'achèvement des travaux qui se fait juste après réception. Et on l'a vu tout à l'heure, entre un projet initial et un projet fini, il peut y avoir un décalage. Le décalage étant un choix qui est intervenu en cours de projet, qui modifie l'assiette potentielle de travaux, ou la nature des travaux. Et donc, en fait, on a des documents qui sont nécessaires aussi après réception des travaux. Nous, on rencontre une vraie difficulté parce qu'en fait, avec un certain nombre j'allais dire avec vous, d'un sujet collectif, mais parce que effectivement, vous percevez pas toujours l'exigence qu'il y a liée à ces documents. Le risque qu'on a, quelquefois, c'est une non-garantie. C'est-à-dire que si on n'a pas des documents de fin de travaux, si on n'a pas des documents de conformité, nous, on a des assureurs qui vont nous refuser la garantie. On ne l'apporte pas, nous, MSC, donc là, pour moi, c'est encore plus facile de dire c'est d'autres assureurs, mais je dirais, on serait assureur MSC, on aurait la même démarche. C'est l'assurance construction, c'est une assurance, vous savez, vous démarrez, vous prenez la garantie une fois, mais là, on est sur une garantie avec un engagement à 10 ans, et donc le sujet doit être extrêmement bordé. Donc en fait, il y a une exigence en fait, de la part des compagnies d'obtenir un certain nombre de documents, tant en amont qu'après réception des travaux. Et la réalité, c'est qu'à partir du moment où vous ne faites pas la démarche, au moment où ça se passe, c'est-à-dire que si vous n'allez pas chercher les documents qui sont demandés avant les travaux, et vous n'allez pas chercher les documents au moment de la réception, quand on commence on va les chercher avec vous, c'est-à-dire qu'on vous relance pour les obtenir, ça devient de plus en plus compliqué. Plus on s'éloigne des dates initiales, et plus on part dans un risque de non-couverture. Donc c'est d'un rejet de couverture sur une assurance dite obligatoire. Donc là, c'est compliqué. Donc c'est vraiment un sujet, enfin vous faites bien de me poser la question, mais c'est un sujet qui est extrêmement important. Et c'est un sujet qui n'est pas compliqué en soi, mais qui nécessite d'être extrêmement organisé, parce que plus vous laissez passer le temps, et plus, une fois que vos entrepreneurs sont partis, pour récupérer les documents, c'est extrêmement compliqué, quoi. Oui, mais je crois qu'il faut rappeler que cette obligation est une obligation. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas soumise à pénalité. Il n'y a pas de sanction pénale pour ne pas avoir pris une dommage ouvrage. Il faut le dire, c'est la réalité. Et ça, c'est depuis la loi Spinetta, hein, c'est pas nouveau. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Bon, ça veut dire également, et c'est ce que vous expliquez, que pour avoir une DO, il faut, en amont, c'est-à-dire avant le démarrage des chantiers, donner des dossiers complets. C'est ce que demande généralement. Bon, après, vous allez avoir l'intervention également souvent d'une analyse du bureau de contrôle qui va faire son rapport également pour la DO. Et après chantier, vous allez redonner des dossiers complets. C'est lourd, mais c'est indispensable pour être couvert. Et je crois qu'il faut dire que chaque fois qu'on touche la structure, le clou et le couvert sur un chantier, il faut passer par la DO. Ce n'est pas nécessaire si vous refaites la peinture ou 3 cloisons dans vos locaux, ça n'a aucun intérêt. Mais si vous retouchez, l'instant que vous touchez à la structure, au clou et au couvert, DO obligatoire. Voilà. Absolument. Vous faites la conclusion, le résumé, mais c'est absolument ça. D'accord. Une question au fond. Est-ce que vous pourriez vous préciser la complémentarité des différences qu'il y a entre un dommage ouvrage et les assurances décennales des entreprises, redonner un éclairage sur l'assurance auto-risque chantier. Et dernier point, vous avez donné une explication, puisque j'ai eu l'occasion de faire 3 dossiers avec l'expérience de l'entité avec vous. C'est un véritable cafard de monter les dossiers. En plus, ils étaient à une époque compétitifs sur le plan financier, ça n'est plus du tout par rapport à beaucoup d'autres compagnies d'assurance. Et les dossiers sont souvent beaucoup plus simples. C'est plus difficile de monter un dossier de dommage-ouvrage que tout dossier administratif du permis de construire, des commissions de sécurité. C'est quelque chose qui demande un travail beaucoup plus important. Donc, c'est nécessaire. Et l'obligation, elle vient, même s'il n'y a pas de pénalité, elle vient que la plupart des compagnies, des organismes de crédit demandent un manque de couverture pour débloquer le fonds. Enfin, en toute rigueur, elle est obligatoire. Elle est non soumise à pénalité pour les particuliers, mais
elle est obligatoire pour les entreprises et les organisations. Alors, vous avez beaucoup de questions. Je vais peut-être faire le choix de ne pas répondre à certaines. Non, je vais essayer de prendre toutes les questions. Si je commence par la fin, non, allez, dommage ouvrage. Dommage ouvrage par rapport à RC décennale. La RC décennale, en fait, elle incombe en fait, au maître d'œuvre. Donc lui, en fait, pour tous les chantiers qu'il prend, il est responsable pendant 10 ans de tous les dommages sur le clos, sur le couvert, qui vont affecter la destination du bien. La dommage ouvrage est une garantie, en fait, parce que pourquoi elle est arrivée? Parce que vous pouvez avoir un certain nombre d'entreprises qui soient défaillantes. Et en fait, il faut mettre en place un exercice compliqué de recours. L'entreprise va essayer d'expliquer qu'elle n'est pas responsable, etc. Et donc, du coup, la dommage ouvrage, c'est une garantie de dommage. Donc, c'est bien vous, maître d'ouvrage, qui prenez la garantie et qui va instruire le dossier indépendamment de la notion de responsabilité ou de la notion de maître d'œuvre. Elle va avoir, je dirais, une indemnisation objective, c'est du préfinancement, oui, mais c'est une indemnisation objective sur le fait qu'il y ait un désordre et que ce désordre occasionne un préjudice avec une impossibilité d'usage du bien. Donc en fait, on est effectivement, la logique étant qu'on soit sur un préfinancement, qu'on ait un recours derrière sur l'entreprise de construction, et là on va aller faire jouer la RC décennale de cette entreprise. Mais vous voyez, c'est deux volets distincts. La décennale, c'est du côté du maître d'œuvre, c'est lui pour le couvrir de toutes les responsabilités qu'il aura pendant 10 ans du maître... Non, la RC décennale. La RC décennale, c'est pour couvrir le maître d'œuvre contre tous les risques qu'il prend en mettant en œuvre un acte de construction. Par contre, vous êtes maître d'ouvrage et vous, la partie qui vous intéresse, c'est une garantie de dommage ouvrage qui vous garantit par défaut, et ce sera à l'assureur dommage ouvrage de faire son recours contre l'entreprise de construction et donc d'activer la RC décennale. La tout risque chantier, c'est en fait c'est quand au moment où vous faites les travaux, vous avez une RC exploitation. En tant qu'OGEC, vous avez une RC exploitation pour les risques liés à votre exploitation. Cette RC en fait va exclure, c'est lié à votre exploitation normale, mais pas au fait que vous fassiez des travaux. Donc en fait les dommages liés les dommages qui surviendraient en fait lors d'une opération de construction ont vocation à être garantis par une tout risque chantier, y compris pour la partie de bien qui n'est pas encore réceptionnée, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une garantie double de dommages RC, mais pendant la phase de travaux, et en fait, elle est nécessaire pour vous, maître d'ouvrage. Donc voilà, très grossièrement, on aurait pu faire une présentation plus complète, ça aurait été plus précis sans doute. Alors maintenant, vous m'avez dit que vous n'étiez pas très content, et donc moi, ça ne me fait pas plaisir, mais je pense qu'il y a deux sujets. Verspiren, en fait, effectivement, la SASC, donc on est courtier captif de la mutuelle, et à ce titre, en fait, on passe des accords de partenariat avec des compagnies pour faciliter la souscription des affaires que vous allez nous présenter. On a décidé parce que justement le sujet est complexe, donc on a décidé de s'appuyer sur un expert, et Verspiren a des entreprises, enfin a des équipes compétentes, et donc on s'est appuyé sur eux, et eux, Verspiren, travaillent avec deux assureurs, SMA d'un côté et puis Mutuelle Demande, donc OVA de l'autre, et c'est vrai qu'on a on a une lourdeur, mais je dirais que cette lourdeur, elle est liée à l'exigence des compagnies d'assurance qui sont derrière. C'est-à-dire que vous vous dites que c'est très compliqué, mais c'est vraiment lié à l'exigence de documents qu'on a par rapport à des assureurs de référence pour pouvoir monter le dossier. Et plus le dossier est monté en amont, vraiment comme vous disiez tout à l'heure, et plus finalement les dossiers roulent bien. Alors, l'accord avec Verspiren, en fait, on l'a dénoncé au 31 décembre, et donc du coup, on a pris un autre accord avec deux autres compagnies.
SMA et AXA pour ne pas les nommer. Et en fait, on a eu comme volonté justement de négocier avec eux les conditions d'acceptation les plus larges possibles pour essayer d'avoir le processus le plus fluide avec vous pour que tout soit bordé en amont, qu'il n'y ait pas de surprise. Donc j'espère que ça va aller mieux. Mais attention, il ne faut pas oublier que ça reste un environnement extrêmement cadré et que quand bien même on aura négocié des choses, et on a négocié des choses les plus souples possibles, l'exigence de documents et l'exigence en fait notamment de rapports de commission de contrôle, etc., restent à peu près les mêmes. Ça, c'est des standards du marché et en fait, on les aura toujours et vous avez cette nécessité de les faire le plus en amont possible. Plus vous tardez et plus c'est compliqué. Je pense qu'en fait, il faut distinguer la phase où on va pouvoir réaliser un devis très rapidement, parce qu'on va vous demander le minimum de pièces pour pouvoir vous annoncer un taux par rapport au montant du chantier. Et la phase où on va passer entre le devis et la constitution du contrat, c'est sur cette phase-là, finalement, qu'on va être le plus exigeant et on va vous demander le plus de pièces possible pour justement répondre à ces contraintes réglementaires qui sont imposées par les assureurs. Donc la difficulté qu'il peut y avoir, c'est entre le moment où je vais réaliser mon premier devis sur une grille de lecture très simple, qui a été voulu simple, avec justement, comme disait Marc, le plus de cas possible qui rentrent dans cette approche, et la phase où on va construire effectivement le contrat définitif, c'est là où on va être peut-être, on va sembler être un peu plus pénible, et cette exigence, elle est imposée par les différents partenaires que nous pouvons retrouver sur le marché. Et c'est un marché qui est assez compliqué aujourd'hui sur le plan assurantiel, puisqu'on a moins en moins d'opérateurs qui acceptent de prendre en charge les assurances de la construction. Je crois qu'il y a 3 ou 4 opérateurs sur la place, et les autres qui peuvent éventuellement arriver de l'étranger, généralement repartent assez rapidement, parce que la loi Spinetta est compliquée à comprendre. C'est ça, hein ? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce que nous devons voir ensemble ? Moi, je pouvais rebondir un petit peu sur la question de, enfin, pas la question, la remarque sur le fait qu'on peut se retrouver dans une situation où, par exemple, on voit un risque assuré un RC qui n'est pas en dommage. C'est vraiment des choses auxquelles on essaye de veiller, mais ça peut être aussi la vie de vos organisations. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je pense que soyez toujours, les conventions que vous passez sont importantes. Et moi, je vois un certain nombre de situations où il y a une assurance pour compte du propriétaire qui est prise dans le contrat de l'occupant. C'est bien, mais par contre, il faut que vous soyez vraiment au fait des choses. Moi, je trouve qu'un propriétaire, il a intérêt à s'assurer, quitte à exonérer la responsabilité locative du locataire. Au moins, lui, il a son bien, il en a sa responsabilité. Enfin, pas la responsabilité, mais je veux dire, il est responsable de ses biens, et donc il est responsable de sa gestion, et donc c'est naturel qu'il assure ses biens. Il peut exonérer le locataire. Quand on fait dans l'autre sens, ça veut dire que vous êtes propriétaire, et vous dites j'espère qu'il est toujours assuré parce que moi j'ai rien. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. Le deuxième aspect aussi, c'est que tout à l'heure j'ai parlé de RC propriétaire d'immeubles. Quand bien même vous auriez fait une assurance pour compte au niveau du locataire, faut pas oublier qu'en tant que propriétaire d'immeuble, vous avez toujours une responsabilité vis-à-vis des tiers. Donc il faut vous assurer que cette responsabilité elle soit bien assurée. Donc ça peut être le cas dans une RC exploitation qui est en A, mais quelquefois on se dit bah non, moi j'ai plus besoin de m'assurer, c'est mon locataire qui s'assure pour moi. Bon, tout ça c'est extrêmement, enfin, il y a le code civil qui dit un certain nombre de choses, il y a toutes les conventions que vous pourrez passer. À partir du moment où vous passez des conventions, la conséquence c'est de les suivre. Et le cas qui peut arriver, c'est que au départ on dit bah, c'est l'autre qui s'assure pour moi, et puis finalement il y a quelqu'un un jour dans le dossier qui dit bah non, il n'y a pas besoin, il est déjà assuré, donc on retire l'assurance. Et puis finalement les conventions changent, et puis un jour on se dit bah tiens, il y a un trou. Et ça arrive, ça arrive, vous l'avez déjà vécu, et on peut le voir dans d'autres environnements. C'est pas propre à vos organisations et à votre mode de fonctionnement. Donc
voilà, c'est vraiment important de passer des bonnes conventions entre vous et de les suivre parce que dans le temps. Au point de vue de la dommage ouvrage, moi je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est une petite expérience puisqu'on vous rencontre nous sur le terrain. Quand on rencontre le chef d'établissement par exemple et qu'on vient parler du dossier dommage ouvrage, on s'aperçoit parfois que le chef d'établissement il est submergé de tâches et il a vraiment besoin d'aide. Et c'est complexe, c'est vrai, c'est très complexe ce dossier, complexe en exigence d'attestation, etc. et de temps. Et quand je vous entendais tout à l'heure parler du programme dommage ouvrage, d'un projet de construction, etc., vous montez un groupe de travail pour parler du sujet, etc., ben je pense qu'il faudrait avoir entre vous, enfin c'est une suggestion, mais d'avoir dans ce groupe de travail la personne qui sera dédiée à monter ce dossier d'assurance qui est complexe et qui demande du temps. Et j'ai beaucoup aussi apprécié la parole de l'architecte qui a été président d'OGEC ou qui est encore président d'OGEC. Et je confirme à 200%, et je voudrais l'entendre souvent sur le terrain, qui est le même langage. Oui, vous avez raison, monsieur. Je vais vous ajouter autre chose, c'est que dans le bâtiment, quand vous voyez une grue, sachez que c'est comme un iceberg. Oui. Il se passe plus de temps à préparer le dossier qu'à Oui. le réaliser. Oui. Et c'est la qualité de la préparation qui fera la qualité de la réalisation. Tout à fait, voilà. Mais le conseil que peut donner donc l'assureur pour le montage d'un dossier dommage ouvrage, vous déléguez des tâches, qui fait quoi en groupe de travail, etc. Le banquier, les prestataires, et voilà, toutes les tâches sont réparties. Mais je crois que au sein de vos groupes de travail, il faut vraiment prévoir la personne qui sera peut-être le référent pour le montage de dossier avec l'assureur et qui doit parler, échanger avec l'architecte également, et que ce soit très fluide entre toutes ces trois personnes. Et franchement, ça me semble essentiel, parce que souvent, nos inspecteurs disent ils sont complètement démotivés avec... enfin, je vous parle des chefs d'établissement, mais pour une association immobilière, c'est pareil. Ils sont un peu démotivés dans le montage de ce dossier, alors que c'est obligatoire. Alors oui, il n'y a pas de sanctions, pas vu, pas pris, j'ai envie de vous dire. Mais franchement, être son propre assureur et prendre le risque de ne pas prendre de dommages ouvrages, ça peut avoir des conséquences financières importantes. Voilà. Je crois qu'on a terminé. Je vais laisser la parole pour conclure peut-être. Merci en tous les cas. Merci de votre attention. Donc voilà, chères toutes, chers tous, rassurez-vous, j'irai vite. Hein, je sais qu'il y a des impératifs de retour, et comme vous venez de la France et de la Navarre, je vais faire donc très vite. Je voudrais vous noter un point d'attention. Je voudrais vous donner une information et enfin accomplir une formalité. Alors tout d'abord, un point d'attention. Un collègue ce midi, lors du repas, me disait que l'enseignement catholique, c'était un miracle permanent. Et je tiens à vous dire que vous en êtes les témoins du miracle permanent. Alors pourquoi miracle permanent ? Parce que l'enseignement catholique, il est divers, il est varié, il est complexe. Et entre nous, si vous ne le répétez pas, on peut dire que parfois il est confus. Et ça marche, et ça marche. Et même si c'est un peu compliqué et technique, hein, on a vu que, bien évidemment, très souvent, ça fonctionnait et que ça tournait bien. Et je me disais aussi, repensant au statut de l'enseignement catholique, statut de 2013, l'article 250, et je me disais que dans la salle, il y avait des gens qui devaient se dire « Ah, cet article 250 hein, qui demande la séparation de la gestion économique de la gestion patrimoniale. Quelle idée d'avoir mis un article comme celui-là. Alors vous le savez, l'article 250, il a été rédigé pour sécuriser les biens, pour éviter... comment on pourrait dire, les velléités d'autonomie parfois des établissements. Et donc, c'est une garantie, pour reprendre le langage de nos assureurs il y a peu. Mais l'article 250, on parle de gestion
distinguer. Et je vous invite à réfléchir sur le terme distinguer. Distinguer, ça ne veut pas dire distant. Au contraire, et si vous regardez les articles qui suivent, hein, et je ne vais pas vous faire la lecture de l'épître aux Éphésiens, mais on est membre d'un même corps. Hein. Et donc, on se doit de travailler ensemble, on se doit d'être proches. Et j'oserais dire que dans distinguer, je voudrais dire aussi complice, hein, et que les gestions patrimoniales et économiques, elles doivent être complices, toujours et tout le temps. Et que c'est à cette garantie-là, hein, qu'on réussira nos projets. Puis je voudrais reprendre un mot qu'utilisait ce matin Aurélia. Aurélia nous parlait de faire œuvre ecclésiale et que nous servions tous le bien commun pour une œuvre d'éducation. Eh ben c'est ça, hein, c'est ça notre travail et c'est ça notre job. Et toujours penser à l'unité du corps, hein, même si, évidemment, on est chacun dans des responsabilités différentes et on est bien d'accord, la gestion patrimoniale et gestion économique sont différentes. Vous donnez ensuite une petite information. Alors rassurez-vous, ce n'est pas un scoop, hein, ça n'a pas vos volonté de passer aux 20 heures, mais on a beaucoup parlé de solidarité immobilière ce matin. Et je voudrais vous dire que c'est un sujet qui a été travaillé pendant un petit moment avec tous les représentants de l'enseignement catholique au niveau national. Et je vous invite à faire attention à un texte qui passera le 29 juin au vote. J'ai bien dit au vote, hein, Alain. Alain m'a repris il y a peu en disant non, que ça ne serait pas voté le 29 juin, ça passerait au vote le 29 juin. Avec le secret espoir que ça passe quand même, hein. J'espère pour vous aussi, Alain. Bon. Et donc, vous verrez dans ce texte sur les solidarités immobilières, vous trouverez quelques réponses à des interrogations qui ont été soulevées ce matin. Enfin, un exercice qui est assez facile et qui est même agréable, et je vous le dirai avec beaucoup de sincérité, et ce sont les remerciements. Alors, les remerciements. Avant de faire des remerciements, je voudrais dire quand même à Aurélia, lui faire même quelques reproches. Ce matin, dans le scénario, on a entendu une école qui portait le nom de Flambant Neuf. Bon. J'ai trouvé que Flambant Neuf, alors qu'on a invité la Mutuelle Saint-Christophe, alors que le président de l'Union Saint-Pierre est administrateur et moi administrateur de la Mutuelle Saint-Christophe, c'était vraiment pas bien choisi, hein, Aurélia. Ne tentons pas le diable. Enfin, les remerciements. Donc, merci à vous d'abord, hein, et à vous parce que vous n'êtes pas spectateur, et ça on s'en rend compte, vous êtes participants, et c'est plus qu'intéressant. Et d'ailleurs, ça fonde notre envie de poursuivre et de continuer nos journées immobilières. Merci évidemment aux propriétaires des lieux. Alors je ne sais pas s'ils souhaitent nous céder leurs locaux prochainement, mais pour vous dire que non, c'est pas prévu. Écoutez, voilà une déception. Voilà de très bonnes nouvelles. Et puis vous remerciez d'abord pour le partenariat, vous remerciez pour vos interventions de ce matin, et puis évidemment pour la mise à disposition de ce beau lieu que je ne connaissais pas. Hein. Je passais évidemment sur le boulevard, comme tout le monde, sans savoir que la poste était là en descendant à droite. Voilà qui est fait. Enfin, je voudrais remercier tous ceux qui sont intervenus ce matin et cet après-midi, donc Laurent Delvolvé, remercier KPMG, Inextinso, j'espère que je n'oublierai personne, évidemment la Mutuelle Saint-Christophe dont on a eu le privilège d'assister à une parole à trois. Et puis je voudrais remercier les intervenants de la table ronde. Et pour terminer, je voudrais remercier, alors il y a une brochette, alors vous ne voyez pas bien, mais c'est au moins le deuxième rang ici, la brochette qui travaille régulièrement grâce à Alain, grâce à Sophie, que je ne vois pas. Voilà, grâce à Sophie. C'est le groupe technique des locaux scolaires de la FNOGEC. Hein, et vraiment,
je souhaiterais qu'on applaudisse le groupe technique des locaux scolaires parce que ça bosse régulièrement. Et puis comme je vous ai dit que ce serait court et que je vais essayer de tenir les engagements, donc à vous, bon retour voilà, dans la France et la Navarre, bon retour dans vos chaumières. Merci.